Alors, évidemment, ce que je dis n'engage que moi. Et je vais vous parler de hacking, de hackers. Et on va revenir un petit peu à comment dirais-je, à l'essence de l'informatique, les débuts de l'informatique, la philosophie et l'architecture qui a permis de démarrer l'informatique. C'est-à-dire que quand on démarre un projet, quel qu'il soit, bah, il faut quand même réfléchir avant à ce qu'on va faire et ce qu'on veut faire, quels sont les buts, quels moyens on se donne, avec quelle éthique et avec quelle philosophie. Vous allez voir que c'est des concepts très importants. Alors donc, au début de l'informatique, les pères fondateurs de l'informatique, ils ont eu cette problématique. Bon, au départ, c'était pour créer un OS minimaliste. Il fallait donc réfléchir à ce qu'on voulait faire, quel était le but et comment on allait le faire. Bon, et ça, c'est vraiment, dans tout projet, la réussite se fait là. Le code, c'est jamais un problème. Le problème en informatique, de façon générale, dans un projet de façon générale, c'est de poser les bonnes bases, de bien réfléchir. La réflexion doit être certainement beaucoup plus longue que l'action. Une fois qu'on a bien posé les choses, qu'on a bien architecturé un projet, et qu'on sait vraiment où on va, après on code. Mais ça, c'est un détail. Et le principe, c'est le hack. Alors, qu'est-ce que le hack? Le hack en informatique, c'est vous gérez un gros projet. Vous avez une idée, bon, vous faites ça, vous faites une architecture, une philosophie, et vous démarrez enfin à coder. Dans un projet complexe, ça peut être beaucoup de monde qui code, et très longtemps. Et puis à un moment donné, malgré une bonne réflexion, malgré une bonne architecture et une bonne philosophie, il peut y avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment, on va être coincé. On va se dire, tiens, on avait oublié ça, on n'a pas pensé à ça. Ou dans notre process, au fur et à mesure qu'on avance, on arrive à un endroit, il y a un peu un schisme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des données qui ne peuvent pas être envoyées là, il peut se passer des choses. Il y a deux cas de figure face à un problème comme ça. Soit on dit, bon, mais on repart de là où, à la branche qui fait qu'on n'a pas la bonne solution, et on recode tout, plusieurs dizaines de milliers de lignes dans des logiciels un peu sophistiqués. Soit on fait ce qu'on appelle un hack. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hack? Ben, on se dit, voilà, on a un problème là, mais on va fabriquer une petite rustine de 400 lignes, enfin on va réfléchir à comment on le fait, on met la rustine, et on vérifie, on fait des tests et on voit si ça marche. Sauf que, en faisant ça, c'est une faiblesse quelque part. Ça aurait été mieux d'être inclus directement dans la logique de ce qu'on souhaitait faire. Mais pour des questions d'économie, de temps, d'argent, on va faire donc un hack. Le hack, c'est effectivement une faiblesse, mais c'est aussi une force. Pourquoi? Parce qu'on sait où est la faiblesse. Et la façon dont on va terminer le projet, compiler les choses, à ce moment-là, on sait où est la faiblesse, et donc on va la protéger, on va la planquer, on sait où c'est. Donc ça, c'est une force. Donc c'est à la fois une force et une faiblesse, mais c'est un moyen, comment dirais-je, très efficace, très économique, et très productif de quand même faire la chose sans avoir à repartir pour 3 ou 4 mois de développement qui auraient été nécessaires si on avait voulu le faire entrer tout dans le process. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'un hacker? C'est quelqu'un qui a des bonnes idées et qui fait des hacks. Il y a le hacking, on le connaît tous, vous connaissez tous ça, mais là on n'en parle pas. C'est comme l'humanité, quoi. Il y a le côté clair et le côté obscur. Moi je vous parle que du côté clair. Le gros hacking, qu'est-ce que c'est? Alors ça, le gros hacking, c'est une... Je sais pas mon truc, mais ça fait rien, je vais le faire de tête. Le gros hacking, c'est une... Bah, c'est des hacks. Mais qui ne sont pas des hacks informatiques purs où on va faire une rustine informatique, c'est des hacks de croissance. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hack de croissance? Je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas vraiment une technique. Ça ne correspond pas à une technique, c'est vraiment une philosophie et une éthique. Voilà. Donc le principe du hack de croissance, vous allez comprendre au fur et à mesure ce que c'est vraiment, c'est faire des choses avec un minimum d'effet. C'est une petite chose, c'est juste une pensée, il faut une bonne idée qui va avoir un effet de levier excessivement puissant. La première entreprise qui a fait un hack très connu, un hack de croissance très connu, alors j'avais mes notes mais j'ai oublié de les prendre, c'est pas grave, je vous le fais de tête, c'est Hotmail. Hotmail était donc une compagnie qui avait aux États-Unis, une start-up qui avait démarré Hotmail que vous connaissez tous. Et ils ont cherché à le diffuser, et à un moment donné ils ont eu une bonne idée, c'est ça le hack. Ils ont mis dans les mails, de façon automatique, c'était tout le temps en bas des mails, ils ont mis une petite phrase un peu marrante, un peu virale, ils ont dit « PS, I love you ». Alors, je n'ai plus la forme exacte en anglais, mais ils disaient « utilisez Hotmail, c'était tout, quoi. Utilisez notre nouveau client Hotmail ». Au niveau des chiffres, ça a donné ça. Quand ils ont eu cette idée-là, ils avaient à peu près 70 000 utilisateurs. 5 semaines après, ils en avaient 1,5 million. 5 semaines encore après, ils en avaient 5 millions. Et 1 an et demi après, ils en avaient 17 millions de mémoire.
Et le hack, c'est ça. Cette phrase a été virale et a fait que tout s'est diffusé. Et ça a fait qu'à la fin, Microsoft a racheté Hotmail et ils l'ont payé en 94, si je ne me trompe pas, 400 millions d'euros. Et en 94, le web, c'était rien. Alors, le growth hacking, donc cette technique, ce hack, cette petite pensée intelligente, a permis, si vous voulez, d'avoir une économie de moyens minimaliste. C'était juste avoir l'idée, le mettre dans le mail, et ça a été vraiment le premier growth hack fait par une start-up américaine. Bon, le growth hacking est complètement inclus dans le business model des start-up américains. Ça en fait partie. Il y a des growth hackers, à la fois de code, à la fois de marketing. Enfin, c'est les gens qui sont à la liaison entre les développeurs, les informaticiens, donc les développeurs, les informaticiens, les marketeurs, les chefs de projet. Et le but du growth hacking, c'est d'avoir un effet, d'avoir des idées et d'avoir un effet de levier très puissant. Voilà. C'est ça un acte de growth hacking, un acte de croissance. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire tout ça dans le SEO des e-commerce? On ne comprend pas trop pourquoi je vous parle de ça, mais vous allez voir la suite. Donc, comme dans tout projet, et le e-commerce est évidemment un gros projet, ben, il y a aussi une architecture et une philosophie à poser au départ. Et ça doit se faire, bien sûr, des équipes de développement, mais surtout de la part du client. En vérité, c'est quelque chose qui se fait à deux. Et le client, et les équipes de développement qui vont développer le site. Alors, le contexte du business model d'un e-commerce, moi, alors je vous fais une aparté, je ne suis pas vraiment ce que j'ai dit, mais je vous fais une aparté. Moi, la vision que j'en ai, un e-commerçant qui veut vraiment réussir, je ne parle pas de ceux qui sont dans la vie de bisounours, qui mettent 30 000 à une agence, qui font rien, au bout d'un an, ils font 4 000 par mois, enfin bon, je ne parle pas de ceux-là. Ceux qui ont vraiment envie de faire réussir un e-commerce, qui voient ça comme un magasin virtuel qui va être online 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est une machine de guerre, qui sert à gagner du fric. Bon, ben, on a un système capitaliste, c'est comme ça, et qui va pouvoir le traduire en anglais, le pousser en Angleterre, en Allemagne, etc. Il y a vraiment une vraie stratégie de croissance et qu'il y a une ambition. Alors, pour ces gens-là, le business model, moi, c'est ma vision, moi je vois un démarrage de e-commerce exactement comme une start-up. Je lui applique les mêmes modèles, les mêmes idées, et surtout la même techno. Très important la techno, on en parlera plus tard. Et, comment dirais-je, toutes ces idées, toutes ces technos et ce business model sont vraiment typiquement des start-up américaines, anciennes et actuelles. Alors évidemment, les idées évoluent. Un hack, une fois qu'il est fait, si on le refait, c'est plus un hack. Un hack, ça doit être unique et nouveau à chaque fois. Je continue. Alors, dans un projet web de e-commerce, c'est un projet complexe et de longue haleine. La grande majorité des clients ne sont pas au fait de cette complexité. Enfin, oui, ils ne savent pas vraiment ce que ça recoupe quand ils se lancent dans un e-commerce. Eux, ils connaissent le magasin classique ou l'entreprise classique. Or, un e-commerce, c'est beaucoup de technologie, c'est beaucoup de pluridisciplinarité, c'est long, et ça ne se passe pas tout seul. C'est un peu une guerre, quoi, quelque part. Et les clients ne sont pas du tout éveillés à ça. Alors, pour vraiment faire un site de e-commerce ambitieux, il faut avoir des clients éveillés, et qui comprennent ce qui se passe. Parce qu'autrement, ils ne vont pas comprendre vraiment pourquoi c'est si long, pourquoi ça coûte si cher, etc. etc. Donc, un e-commerce qui veut vraiment se lancer, démarrer, qui est ambitieux, c'est aussi une rencontre avec une agence, enfin une agence où les gens qui vont, un chef de projet, enfin appelez ça comme vous voulez, et le e-commerçant. Il faut dire que ce matchage-là, disons empathique, se fasse, parce que sinon, c'est pas, enfin, à mon idée, c'est pas très intéressant. Alors, très souvent, les clients sont dominés par leur projet. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils se lancent, ils donnent de l'argent à des agences, à des gens, et puis ça leur échappe complètement. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et c'est un peu dommage. Très souvent, la réaction du e-commerçant, voilà, il est dominé par son projet, et c'est lui qui devrait dominer le projet. Et souvent, c'est ça. Donc pour faire, voilà, je vous ai dit, je résume ça, ce que je viens de vous dire librement, par une phrase, pour faire réussir un e-commerce, il faut le concevoir comme une arme de destruction massive. Alors j'aurais dû mettre une arme de construction massive, parce que c'est pas négatif, mais bon, c'est un clin d'œil. Alors, ce qui est très important, et là c'était l'exemple d'un client qui a fait sans le savoir un hack de croissance dans son business model à lui, de son entreprise, de sa PME, et là c'est lui qui l'a établi, je vous donne son exemple. Il est dans les équipements de sécurité. Il a vraiment l'ambition de devenir le plus gros site en France d'équipements de sécurité. Donc il se tourne vers les gens qui travaillent, du BTP, de la chimie, les marins, tout ce que vous voulez, et il leur vend les vêtements qui correspondent à cette activité. Et voilà comment lui m'a parlé, il n'y a pas très longtemps, comment il avait découpé son business model, c'est-à-dire son marché. Et ça, c'était vraiment intéressant de sa part, parce qu'en général, 3/4 des clients, ils n'ont pas ça. Mais lui, eux, ils l'avaient. Donc, c'est une entreprise, une PME qui a une dizaine d'années, et ils ont découpé ça de la façon suivante. De 5 à 50 personnes dans l'entreprise, ils font que de la vente en VPC, par téléphone, ils la font depuis longtemps, ils la font très bien, c'est ce qui fait vivre l'entreprise.
Il y a quelque temps, ils se sont dit on veut aussi attaquer les grands comptes. Par exemple, Vinci, dans le pays, qui est leur métier, c'est 1 milliard d'années d'achat de matériel de sécurité pour ses salariés. 1 milliard, juste une boîte. Donc ils se sont dit on va prendre des bons commerciaux et on va faire les entreprises de 50 à la multinationale. Bon, on est sur le terrain, mais des commerciaux, on signe la main, on signe des contrats, ils sont longs, mais voilà. Et il restait les 1 à 5, c'est-à-dire l'artisan, la petite PME, ils sont 3, 4, le couvreur, enfin le plombier, je vous en passe les meilleurs, qui ont aussi des besoins de gants, de masques, des soudeurs, que ça. Et là, ils se sont dit, la cible, c'est le e-commerce. Et il y a aussi du B2C, oui, du B2C, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent acheter du matos pro pour aller bricoler le week-end, etc. Donc c'est à la fois le B2C et le B2B de petites niches. Et ça, c'est eux qui l'ont fait. C'est leur business model. J'ai trouvé ça génial, parce que ça correspond vraiment à une vraie réflexion, et ça donne exactement l'orientation qu'il faut au départ, donc on va appeler ça l'architecture, pour le e-commerce. On sait très bien qu'on ne va pas aller chercher Vinci avec le e-commerce, on s'en fout. Par contre, on va chercher le petit plombier à Toulouse, à Marseille, à Marie, le petit couvreur, le charpentier, etc. Donc ça, déjà, ils avaient bien réfléchi à ça, et j'ai trouvé vraiment que c'est typiquement un hack de croissance. C'est-à-dire ils ont modélisé quelque chose, et ça, en soi, on peut appeler ça un hack. Puis vous verrez, alors ça c'est un hack involontaire, mais j'ai mis la petite flèche. Vous vous souvenez du lama? Bah lui c'est un hack génial, parce que c'est un hack involontaire, mais à l'arrivée c'est plusieurs millions de vues dans le monde entier sur des gamins qui se sont baladés avec un lama dans le tramway. Et ça c'est aussi un hack, mais involontaire. Mais voilà l'esprit du hack, ça c'est un hack. Alors le but, alors quand on pose l'architecture et la philosophie dans un business model au départ, il faut se donner des buts. Alors le but dans l'e-commerce il est simple, c'est le chiffre d'affaires et la marge. Point. Il n'y a que ça qui les intéresse. C'est pas vrai, mais normalement, il n'y a que ça qui devrait les intéresser. La philosophie. Alors, dans un modèle comme ça, qui est relativement complexe, il y a beaucoup d'intervenants, il faut de la clarté. Il faut que le site soit clair, il faut que les relations entre les gens soient claires, et il faut que le cahier des charges soit clair. Un site de e-commerce, ça doit inspirer la confiance. C'est très important, parce que les gens, vous arrivez sur un site, vous doutez un peu de mettre la carte de crédit, ben en gros, vous n'allez pas y aller. C'est pas bon. Un site de e-commerce, ça doit inspirer, transpirer la confiance. Alors, l'UI, l'UX, c'est User Interface et User Experience, je vous en parlerai un petit peu après. C'est une façon de concevoir, c'est un modèle pour concevoir une interface graphique fluide. Je vous la détaillerai un petit peu plus loin. Point très important aussi dans un e-commerce, c'est ce qu'on appelle le tunneling. Alors le tunneling, c'est comment je fais, en combien d'étapes, comment, avec quelle viralité, avec quel call to action, pour arriver de n'importe où du e-commerce, d'un moteur qui vous amène directement un produit, à la page d'accueil, à une catégorie, peu importe, comment j'amène le client à l'amener à la carte de crédit. En gros, c'est ça, c'est l'unique but. Évidemment, le truc le plus important dans le tunneling, c'est le panier et le tunnel de paiement. Mais depuis les pages qui n'en sont pas encore là, depuis les pages produits, les pages catégories, il y a déjà une philosophie de tunneling, il faut vraiment bien la marketer, bien la réfléchir. Bon, un des objets de la philosophie aussi, évidemment, c'est le retour sur investissement. Ça, c'est le client et son prestataire, évidemment, c'est la première question. Ça me coûte combien et combien ça me rapporte? Et après, l'architecture, elle se doit d'être élégante. Alors, l'élégance en informatique, c'est quelque chose de très important. On la voit en mathématiques, on la voit en physique. Par exemple, E égale MC2, c'est une formule ultra élégante. C'est une théorie excessivement complexe que tout le monde comprend aujourd'hui, même si on n'est pas physicien. Pourquoi? Parce que c'est une formule élégante. Elle est compacte, et en 3 lettres et 2 chiffres, on a dit la messe. L'élégance, c'est très important en informatique, c'est très important dans les projets, c'est la compacité, c'est la fluidité, c'est la rapidité, et surtout, c'est l'ergonomie aussi. Donc fluide, je l'ai parlé, et évolutif, très important dans les projets en informatique, c'est très vert dans la base de données, mais pas seulement. Il faut toujours penser les choses au départ. On se dit, le client vous dit, ah ouais, mais ça on le fera jamais, ça il n'y a pas besoin, ça, là. Mais non. Au départ, en base, on doit poser l'évolutivité d'un site, l'évolutivité d'un projet. On doit pouvoir le faire vivre et le faire évoluer sans être obligé de tout reprendre au début à chaque fois parce que, ah ouais, on l'avait oublié, on n'avait pas pensé. Donc l'évolutivité, c'est très important aussi. Alors la règle d'or dans le commerce, moi je suis le fils d'un marchand d'art, donc depuis que je suis tout petit, j'ai toujours entendu, le business se réussit à l'achat, pas à la vente. Et ça c'est une règle d'or du business. Si on sait acheter, et qu'on est face à des concurrents où la guerre est forte, qu'on achète très bien, et bien on a toujours de la réserve sur pied, sous le pied, et on peut vraiment marger. Et ce qui est important dans un e-commerce, c'est qu'il faut marger. Or c'est très difficile quand on prend les produits de marque, parce que tout le monde se bat sur la coque iPhone machin, le truc, les marges sont nulles, les places de marché ponctionnent leur part, tout le monde veut offrir le port pour être comme le concurrent et être au même prix, les comparateurs de prix tirent
vers ça. Et un e-commerce, je connais des e-commerce qui font 1 million d'euros, mais qui gagnent rien, zéro. Une fois qu'ils ont payé leur gars, leur serveur, leur machine, leur truc, ils ont 0, voire du déficit. Donc c'est pas une question de chiffres, c'est une question de business model au départ. Et le e-commerçant doit absolument trouver des produits à forte marge à instiller dans son e-commerce. S'il ne le fait pas, il ne pourra jamais gagner de l'argent. Même s'il y rentre très bien, c'est pas un problème de positionnement ou de trafic ou de panier ou autre. Il faut avoir un business model où on doit gagner de l'argent. Il faut le faire au départ. Et ça, c'est à l'entreprise de le faire. Mais on a aussi notre mot à dire et on peut leur apporter justement ce savoir. Parce que souvent, ils y vont comme des bisounours. Donc c'est bien de leur expliquer les choses. Alors, donc, le pendant, il est indispensable que le commerçant constitue sa propre marque ou trouve une marque qui lui va bien, pas chère, qui souvent vient de Chine, d'Asie et autres, qui va intelligemment mettre en avant et mixer dans les marques qui amènent la confiance, et les gens veulent aussi des marques, pour avoir un taux de marge suffisant pour que l'opération soit viable. Et un taux de marge qui me paraît minimum dans un e-commerce, brut, c'est 30-35. Si on ne fait pas 30-35, la plupart des e-commerce, sur des marchés, disons des niches concurrentielles, ils sont proches de zéro. Voilà, proches de zéro. Une fois qu'ils ont tout fait. Ça ne sert pas à grand chose de bosser beaucoup pour arriver à des marges proches de zéro. Bon, voilà. Alors, les places de marché, les comparateurs et le port offert, c'est quelque chose qui est incontournable. On ne peut pas l'éviter. Enfin, on peut l'éviter, on peut ne pas aller chez Cdiscount, chez Amazon ou autre. Mais à un moment ou à un autre, pour plein de raisons, ils y vont. Donc, il faut tenir compte des frais que ça représente. C'est 10-15 points en général de marge pour que vous preniez les places de marché en moyenne. Les comparateurs, pareil, tirent les prix vers le bas. Il faudra donc avoir des prix très très serrés. Votre site est très souvent scrappé par les voisins parce que vous avez baissé le prix d'un truc. L'autre, automatiquement, il vous le baisse. Vous êtes au centime près au même prix. Vous voyez bien qu'il y a des scrappeurs qui vous suivent. Bon, c'est la guerre économique, mais c'est la guerre. Et le port offert, à partir d'un certain panier moyen, tout le monde le fait, mais ça a quand même un coût pour l'entreprise. Donc ça vient aussi en déduction de marge. Donc la partie marge dans un e-commerce est vraiment vitale. Et il faut bien la réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Alors maintenant, on va parler du site. Alors le site, c'est pas la star. Le site, il doit être bien, mais c'est pas la star. La star, c'est le produit, toujours. Le marketing et le SEO doivent être absolument posés en architecture, en base. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas démarrer un bon projet. C'est vraiment... Ça, c'est un hack. Enfin, c'est un hack à moi, mais c'est un hack quand même. Donc, je vous l'ai mis sur le côté. L'ensemble de tout ça, donc le marketing et le SEO en architecture de base dès le départ. Beaucoup s'occuper de l'utilisateur dans son interface et dans son interaction, donc UI, UX. Et le tunneling, c'est vraiment des points fondamentaux qu'il faut réfléchir avant. Comment on va faire? Pourquoi on fait comme ça? Est-ce que ça va être utile? Comment font les autres? Ah, lui, il a fait un tunnel de paiement 5 fois, eux, ils le font 4 fois, eux, ils le font 3 fois. Quelle est la meilleure solution? Il y a beaucoup de réflexions à avoir avant de démarrer quoi que ce soit. Bon, le site, il se doit d'être fluide, ça va de soi. Fluide, on entend par fluide un graphisme agréable, un call to action qui est vraiment visible, qui est facile, quelque chose de design. Mais c'est le produit la star, c'est pas le site. Le site, il peut être très techos, mais c'est quand même le produit qui est important. Donc il doit être aéré, rapide. Alors rapide, très important, il faut vraiment des gros serveurs, enfin des serveurs qui arrachent sur les e-commerce, parce que ça pose vite des problèmes en SEO. Il doit respirer, dégouliner la confiance. Je ne dis pas dégouliner, il ne faut pas trop en faire, mais enfin quand même, ça va permettre de récupérer des gens qui s'en iraient autrement. Il faut bien sûr qu'il soit optimisé au SEO, mais bon, ça c'est de base. Et donc, dans la confiance, la qualité, etc., c'est absolument vital, il faut des graphismes impeccables et des produits impeccables. Au niveau des photos, des films, de la police, de l'identité visuelle de l'entreprise. Tout ça doit être travaillé aux petits oignons. Parce que si on veut vraiment avoir une machine de guerre, tout est important. C'est que des points simples, c'est un enchaînement de plein de points simples, mais il faut tous les voir et faire une coche verte à chacun. Il faut s'occuper de tout. Bah, sinon, il y a des choses qui vont moins bien, et ça a des moins bons taux de transformation. Alors, dans le SEO des e-commerce, ce qui est important, mais là je suis un peu la slide de ce que je vais vous dire, donc l'identité visuelle, la structure du site est très importante. Par exemple, une page d'accueil, une catégorie, une sous-catégorie, des fois une sous-sous-sous-catégorie, un mix de produits, le produit. On va dire 6-7 étapes, c'est pas bon, ça va pas, c'est trop profond. Ça va être dur à faire crawler les pages, plein de problématiques. Hein, une bonne étape, c'est une page d'accueil, une catégorie, et très vite les produits. Une page d'accueil, directement les produits. Enfin bon, il faut aller essayer de faire en sorte que les pages produits ne soient pas trop profondes dans l'organigramme du site. Bon, il faut une fluidité de maillage interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lier les pages entre elles. Pour ceux qui connaissent, il faut faire des rel next, rel prep. C'est important, ça aide au robot de passer par là. Il faut des footers très propres. Les liens à la con dans les footers, il faut les éviter parce que ça répète sur...
Les 17 000 pages du e-commerce, si on fait des liens en footer, vous êtes mort. C'est pas bon. Ces liens, ils servent à rien chez Google. Ça vient vous polluer. Et nous, quand on audite via les outils d'audit de backlink, tout d'un coup, on voit un site, il nous fait buzzer l'œil un peu. Ah, lui, il a 47 000 trucs. Sur un domaine, c'est quoi? Eh bien, c'est les footers. C'est un peu bête, il faut l'éviter. Tu veux dire les liens externes? Oui, des liens externes, ou même internes. Alors, les liens internes, ça va. Mais les liens externes, c'est vraiment killer, c'est pas bon. Quand vous avez des liens en footer, vous pouvez faire perdre du jeu à toutes vos pages de tout votre site. C'est idiot. Pour aller pointer quoi, vers Yahoo, Amazon, des trucs, c'est débile. Embrassez, gardez le pont. Yes. Alors, les qualités des contenus, mais ça, c'est la baie à bas de tous les sites. Alors, c'est problématique dans un e-commerce, parce que 9 fois sur 10, dans l'e-commerce qui existe, moi je reprends l'agence, ou des sites e-commerce qui se créent, c'est très long et très dur d'arriver à mettre tout dedans. Parce qu'il faut des fiches produits très claires, très détaillées, pas celles du constructeur, mais il faudra aussi celles du constructeur, il faut des bien titrés. Il faut être SEO-friendly en titrage. Très souvent, le titrage fait l'URL rewriting en automatique. Donc, il faut que les gens de l'agence ou de l'entreprise qui vont être en charge du remplissage des fiches produits, et dans des sites, j'en ai vu jusqu'à 60 000, 80 000, vous imaginez les chantiers. Bon, mais voilà, il faut être bon, descriptif, on s'adresse à l'internaute, mais avec le savoir SEO qui correspond à faire des contenus Google friendly, on va dire ça comme ça. Alors après, on utilise l'UI, donc le user interface pour la clarté et la navigation. La catégorisation, c'est quelque chose qui est un peu à part, qui se décide, et on utilise l'UX, donc le user experience, pour la prise en main, la confiance et le tunneling, le call to action, si vous préférez. Alors les clés marketing de e-commerce, voilà, on revient un peu dans les mêmes choses, mais c'est la confiance, la marque c'est très important. Parce qu'un e-commerce qui démarre, qui a une marque absolument inconnue, bon, allez-y, la marque c'est pas très important. Sauf que s'ils sont bons et qu'ils font l'opération et qu'ils finissent par s'appeler Zalando, la marque est très importante, d'accord? Je dis le professionnalisme, alors c'est un mot, le professionnalisme ça doit respirer l'ensemble de tout ce que je vous ai listé, c'est-à-dire qu'un site il doit être vu, checké, photographié, testé sous toutes ses coutures. Toutes ses coutures. Il n'y a rien qui n'est pas important. Même les petits détails sont importants. Le call to action, bien sûr, parce que ça, c'est le b.a.-ba du e-commerce. Je clique sur le bouton et je vais dans le panier ou je vais directement dans le tunnel de paiement. La réassurance, très important aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que la réassurance? C'est dire qu'on a un SAV ouvert à 24/7, qu'on est même ouvert le dimanche, enfin, quand ça existe, qu'il y a un vrai numéro de téléphone et pas une espèce de hotline juste uniquement par mail. Bon, il faut que les gens se sentent en confiance. Les gens sont prêts à acheter, mais il faut qu'ils n'aient pas peur de mettre leur carte de crédit. Et très souvent, ils ont le doute. Alors, il faut les aider à ne pas avoir le doute. Très important aussi, le tunneling, je vous en ai parlé, mais je ne vais pas développer trop longtemps, je vois que l'heure avance, donc j'avance un peu. Alors, le travail SEO et marketing. Un site de e-commerce, si on fait que du SEO, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la partie marketing, la partie taux de conversion, panier moyen, transformation, le gars qui va jusqu'au panier pour voir si le port est payant pas, puis qui s'échappe, qui ne reviendra jamais, tout ça c'est très important, et ça c'est du marketing. Alors ça ne sert à rien de faire 1000 visites sur une page par jour si vous faites 3 conversions. Il en vaut mieux que 200 sur la longue traîne bien ciblée et faire 35 conversions. Ça c'est meilleur en termes de business model, quoi, et surtout l'argent gagné, de retour sur investissement. Qu'est-ce que j'en suis où là? Alors, quelques points SEO incontournables, c'est impératif pour l'e-commerce, il faut permettre le crawl profond. Il y a beaucoup de pages dans les gros e-commerce. Et c'est vraiment problématique. Alors je vous donne un exemple. J'ai un client récemment, il a un site depuis 3 ans en ligne, 3 ans, e-commerce qu'il a fait lui-même, qui marche très bien. Enfin, au niveau financier, ça marche très bien. Mais il a un problème de... Il ne fait pas d'AdWords, puis il a été un gros malin, il fait que du bon coin. Mais vraiment, il se démarre très très bien. Et ça marche très bien. Mais quand même, il voulait être en naturel. Nous, on a commencé la prestation classique, qualité des contenus, backlink, catégorie. On a bien vu qu'il était mal foutu, mais comme il a fait lui-même qu'il n'avait pas trop de budget, il était venu nous chercher vraiment pour le SEO. On a dit, ça serait mieux de faire comme ci, comme ça. Il m'a dit, non, non, j'ai le budget là, pas plus, faites-moi ça. Bon, ok, on fait la presta comme il faut, puis au bout de 2 mois, je me dis, putain, ça marche pas, c'est pas possible. On avait gagné, il était en page 5, 6, 7 sur la plupart des requêtes, et on était remonté en page 4, 5. C'était pas normal qu'avec un mois ou deux de plus d'efforts, on n'ait pas plus de réactivité. Et puis on aurait pu le faire avant, mais j'avais pas l'idée. Nous, quand on voyait les pages s'afficher à l'agence, ça paraissait raisonnable. On a fait un audit du serveur. Bon, il était à des benchmarks pourris, il était sur un mutualisé pourri, mais je ne le voyais pas vraiment, enfin je m'en étais pas vraiment rendu compte, c'est peut-être un peu une erreur de ma part.
Et bien la solution, alors donc, 1700 pages, 1500 pages virtuelles dans le site, 3 ans de présence, 140 connus de Google. Ouais, parce que le bot, il arrive, il compte 1, 2, enfin il programmait, t'as pas répondu, je me barre. Résultat, de temps en temps, il y avait des chances. Alors quelques pages ont été crawlées. Bon, on lui a fait un dump de base, on lui a fait un nouveau, c'était un PrestaShop bien normé, bien optimisé. Un vrai serveur dédié avec un moteur de cache bas niveau sur une Debian, et c'est fini, il a des benchmarks d'1 seconde et demie, 2 secondes, et tout est mangé. Donc la solution des fois va se nicher dans des endroits qu'on n'attend pas, ne sont pas vraiment forcément des trucs SEO, mais qu'il faut qu'on guette nous. Un site de e-commerce doit impérativement supporter les montées en charge. Ça c'est impératif. Alors ça demande un SI intelligent. Soit on a des serveurs prêts à prendre beaucoup de paquets s'il y a besoin, soit on a des serveurs qui ne sont pas prêts. Alors à ce moment-là, il faut guetter les offres Amazon, Elastic, ça coûte pas cher, et on peut avoir une très très forte montée en charge. Plusieurs millions de cœurs si vous voulez, plusieurs gigas, terras de RAM sur 10 minutes. Parce qu'il y a un coup de com à la télé ou pas ci ou pas là. Et hop, une fois que ça se redégonfle, l'élasticité, vous payez à la consommation, à la minute ou à la seconde. Donc ça, il faut prévoir dans le SI quelque chose de ce genre-là. Parce qu'avoir 10 serveurs pour faire une montée en charge 4 fois par an, c'est un peu idiot, c'est du blé foutu en l'air. Bien sûr, le gros boulot du SEO, c'est tracker, duplicate, content, loaders, tout ça, c'est évident. Améliorer le maillage interne, ça va de soi. Et toujours, alors ça c'est à la fois l'âge, les agences, les marketeurs et l'entreprise, c'est jamais fini, ce n'est jamais fini. Il faut toujours travailler la base de données. Et la base de données, elle tient tout. Le graphisme, les contenus, je vous en passe, c'est les meilleurs. La base de données, c'est jamais fini dans un e-commerce. C'est toujours en évolution. On peut toujours faire mieux et on n'arrête jamais. Voilà. C'est du long cours. Alors le marketing consiste à transformer les visiteurs en clients. Une fois qu'on a réussi à ramener du monde sur le site, ben voilà, alors là c'est très important. Il y a plein de choses, on va passer par du testing, je vous en passe un peu plus loin. Il faut tout le temps améliorer les choses. Améliorer le taux de rebond, améliorer les conversions, améliorer le panier moyen, avoir une stratégie de hack justement, d'acquisition de leads. Alors des stratégies de hack, par exemple d'acquisition de leads, ce sera des fois, ça peut prendre la forme, dans des startups américaines ça l'a fait, de vrai hacking. Ils sont allés hacker des bases de données, de mails, de clients, correspondant bien à la niche à que eux voulaient faire. Des fois ça prend cette forme-là. Quand ça se fait, ça se sait pas. Ça se sait après. Les mecs ils disent, ah, vous avez bien eu, on est passé de, je sais pas moi, 40 000 utilisateurs à 17 millions en un an, et voilà comment on a fait. Mais ça, vous le savez qu'après. Mais ça peut être du hacking, des fois. C'est pas bien, mais bon. C'est comme ça. C'est bien. Hein? Juste pas se faire attraper. Ouais, mais si on est bon, on ne se fait pas attraper. Parce qu'il y a tellement de techniques pour être planqué que c'est pas le problème. Alors le marquage SEO et la base de données. Alors le marquage SEO, c'est une étape importante du SEO. Alors sur e-commerce, il faut le faire aussi, bien sûr. Bon, le marquage, il se résume à mettre en évidence... bon, d'abord, il y a toute la structure H, que vous connaissez tous. Hein, vous êtes des SEO, je ne vais pas vous apprendre. On la respecte, on titre bien, on a une URL avec une porte. Et après, on va marquer intelligemment les pages. Alors c'est un peu long quand il y en a beaucoup, parce qu'aller mettre le gras là, le petit italique, le souligner, mettre bien le synonyme en avant, le machin, avoir quelque chose de riche, qui paraisse naturel, avoir un petit écosystème par page, mais c'est long à faire. Mais il faut le faire. C'est important. La géolocalisation, éventuellement, si c'est nécessaire, il y a des produits qui ne nécessitent pas. Il y a des produits ou des actions, des services qui le nécessitent. Donc le travail sur le contenu de la base de données doit être en permanence travaillé, amélioré, texte, fiche, produit, photo, c'est jamais fini. Alors, il y a un moment, on est bien, mais en général, c'est jamais fini. Alors, un e-commerce génère beaucoup de data. Je ne sais pas pourquoi le A est en majuscule, c'est pas très grave. Alors, un e-commerce, comme un site normal d'ailleurs, mais en e-commerce, ce data, on va le récupérer, on va le mettre dans des dashboards et ça va être un outil de monitoring et d'aide décisionnelle très puissant. Alors, les listes exhaustives des données, vous avez les logs brut serveur, vous avez les données analytics, vous avez les données AdWords, les données Google Shopping éventuellement quand il y en a, les données des flux, enfin j'ai résumé ça comme ça, les Webmaster Tools, les backlinks, les benchmarks, l'A/B testing, tout ça c'est de la donnée. Et cette donnée-là, il faut, à un moment donné, pour l'e-commerce, il faut la mettre, l'idéal c'est de faire ça pas en base colonne mais en base de SQL, il faut faire des dashboards, c'est-à-dire des outils un petit peu comme ça qui vous renvoient des camemberts, des stats, etc. sur ce qui vous intéresse pour pouvoir monitorer. Par contre cette donnée-là, elle est brute. Il faut quand même faire beaucoup d'algorithmie quand on fabrique nous-mêmes nos outils pour aller filtrer les 4 milliards de lignes qu'il y a tous les jours, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quelques alertes et quelques statistiques. Donc, il faut quand même, c'est des vrais softs, en définitive, les dashboards. Mais ça, il faut le faire. Je passe à la suite. Alors, les données alimentent les décisions. Alors voilà, ça, c'est typiquement un hack de croissance. C'est un modèle ultra classique, hein, mais bon, c'est un hack. Donc, on monitore, on met dans des dashboards, enfin des dashboards, des outils de monitoring,
on récupère la data importante, on l'analyse, on prend la décision, on fait l'évolution sur le site qui a été décidé suite à ce qu'on a décidé, et ce qu'on a monitoré, disons, et on recommence. Et on recommence. Et c'est un cycle, c'est pour ça que je mets la petite flèche sur le côté, c'est jamais fini. Mais l'exemple est bon, si vous voulez, du petit iPhone. Registreur, ça fait 34 points de conversion, et Free Signup, ça en fait 78. C'est tout bête. C'est ça, hein, un acte de croissance en définitive. Ce process sert à gérer des problèmes comme ça. Alors après, dans un site de e-commerce, au niveau des pages, des catégories, plein de choses, on fait beaucoup de testing. On fait beaucoup de testing. Pas que de l'A/B testing de page, on fait du testing de plein d'autres choses. Mais l'A/B testing de page est important parce qu'il va permettre justement aux marketeurs, aux graphistes et à tout le monde de se rendre compte que le bouton en orange là dans la charte graphique est vert si vous voulez, et puis on le met bleu plutôt là, un peu plus bas, où on déplace le panier, on fait ceci, cela, tout ça, ça joue. Et une page, alors ce qu'on fait en général, on fait 2 pages de la même page, du même produit. Il y en a une qu'on met en no-index, no-follow pour pas faire du DOS exprès, l'autre, elle est normale, c'est celle qui va être indexée par exemple, l'ancienne, disons. Et puis à ce moment-là, on fait sur le serveur une mini-règle, dès qu'on demande le paquet de la... Enfin, dès qu'un paquet demande cette page, mais un coup il va sur l'une, un coup il va sur l'autre, un coup il va sur l'une, un coup il va sur l'autre. On laisse passer un mois et demi, 2 mois, le temps qu'on peut, puis on regarde les stats. Puis il y a une page qui convertit forcément mieux que l'autre. Donc, ben, on prend la décision de dire, mais cette catégorie, ou le site entier, ou ceci ou cela, ça dépend ce qu'on a mis en place comme test, on va passer plutôt à la mayonnaise 2, qui est meilleure. Au lieu de faire un taux de conversion, je sais pas, à 20 points, on fait 24. Mais 4% là, c'est bien, allez, on les prend. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, pour plein d'endroits du site, pas que sur des pages produits ou autres. En vérité, on fait du testing tout le temps, on n'arrête jamais. Alors, les CMS et les frameworks les plus utilisés, bah, vous les connaissez tous, hein. Il y a PrestaShop, qui est le grand, parce qu'en français, parce que pas cher. Il y a Magento, qui est moins utilisé, beaucoup moins utilisé, parce que plus cher, moins de TECOS, moins d'agences, à mon avis, c'est le meilleur. WooCommerce est très bien pour faire un petit site. Il y a des gens qui ont fait des très gros sites avec WooCommerce, vraiment, moi je ne le conseillerais pas. Mais pour des sites, des fois, il y a des commerçants, ils ont 1 produit, 3 produits, 15 produits, 50 produits. WooCommerce c'est parfait, parce qu'il est très Google friendly, évidemment, c'est WordPress. En iOS, qui est un plugin génial, on le connaît par cœur, il y a des templates par milliers, on peut avoir un site léger qui marche bien. La partie back-office est bien faite, vraiment bien faite. C'est moins puissant que Magento, mais WooCommerce, pour des petits commerces, c'est vraiment très très bien. Puis c'est très Google friendly. Alors après, il y a les frameworks, il y a Ruby, il y a Symfony, ou alors carrément, il y a encore des codeurs qui font tout en Notepad, ça existe. Moi, je l'ai mis, j'ai eu un petit rigolade, mais c'est vrai, ça existe. Enfin, ils prennent Sublime Text au lieu de Notepad, mais ils codent tout là. Alors après, dans la partie, toujours business model et démarrage d'un compagnonnage, disons, d'une agence et d'un site qui a de l'ambition, dans ce projet, il y a pas mal de choses à en dire. Alors dans un projet tel que le développement au long cours d'un site de e-commerce, l'entente et l'empathie avec le client sont des conditions impératives. C'est-à-dire s'il n'y a pas ça, il ne faut pas prendre le coup. Le client, il va essayer d'en trouver une autre agence avec qui il s'entend mieux. Bon, moi je suis pas du genre d'en chamballer dans le cul, je suis assez cash, et les mecs qui en ont chamballé dans le cul, ben, je peux pas m'entendre avec eux, ça marche pas. Moi je vais avec des gens avec qui j'ai de l'empathie, avec qui je vais aller faire de la voile, me bourrer la gueule de temps en temps le soir, et ça peut marcher que comme ça. C'est important, il faut le dire, parce que c'est aussi avant tout une aventure comme ça, des relations humaines. Alors, il faut que tout le monde, du client en passant par tous les intervenants techniques et marketing, soit dans l'esprit de créer, alors là, une arme de construction massive. L'équipe, les développeurs, les graphistes, tout ça. C'est vraiment l'esprit start-up. Enfin, moi je vois ça comme ça. Ça ne peut marcher que comme ça. Si on le fait du bout du doigt, à la Microsoft Boy, j'arrive à 9h, je me barre à midi, j'arrive à 1h, ou je reprends 1h et je me barre à 5h et c'est fini, j'en ai rien à foutre. Ça ne peut pas marcher. Des projets comme ça, c'est des projets où on mouille la chemise, où on s'engage vraiment. Moi, l'agence, les développeurs, des fois ils arrivent, ils viennent bosser, il est 11h. Ils vont rester jusqu'à 7h du matin. J'en ai rien à foutre, ils préfèrent bosser la nuit, ils sont tranquilles. Mais ils sont plus productifs à la limite qu'en journée où il n'y a que du téléphone. Il faut laisser les gens vivre, c'est très important. Moi je travaille comme ça, mais c'est 10 fois plus productif que des choses très normées dans d'autres agences. Enfin, moi, c'est bon. Alors, si ces conditions sont réunies, alors le projet et le business ne peuvent que décoller. Parce que c'est vraiment des gens, c'est l'esprit start-up, tout le monde mouille la chemise. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent, attendez, je vous rassure. Hein. Mais on le fait avec un timing et une liberté qui est très grande et qui est très agréable. Qu'il faut contrôler quand même, parce que des fois ça peut déraper. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Alors comme toujours, le facteur humain doit être au centre d'une aventure comme celle-ci. C'est pour cela que la rencontre entre un client et son prestataire ne doit pas mettre uniquement l'argent au centre de la relation. Dans ce type de projet, c'est forcément l'empathie, l'intelligence, l'éthique et le goût d'entreprendre ensemble qui sont le moteur du succès. Évidemment, une agence qui part dans cet esprit-là avec un e-commerçant, ben, il va tout faire pour le faire réussir, parce que si le e-commerçant réussit, il réussit avec lui et il l'a pour longtemps et c'est du blé pour tout le monde.
Donc quelque part, c'est presque une association quand on choisit un e-commerçant et qu'on démarre un projet comme ça au long cours. Voilà. Enfin, les buts et les moyens du client doivent être mis au service exclusif des attentes et des besoins des utilisateurs. Ça va de soi. Tout l'argent, le maximum, il est mis sur le projet. Alors après, il faut qu'on vive tous, bien sûr, il y en a une partie qui se dégage pour que les gens vivent. Mais le maximum d'argent doit être mis au service du projet. Et des fois, en marketing, il faut mettre beaucoup d'argent chez Google, dans des outils, dans plein de choses, mais il faut le faire, il faut le faire. Ça participe à l'ensemble. Et se dire, ça on le fait pas, mais ça fait 10 000 d'économies, mais on le met dans notre budget à nous et on le prend. Bah, des fois, non, je sais dire, je gagne moins d'argent, mais ça fait rien, je donne plus de chance au projet. Alors voilà, le genre de compétences qu'il faut pour vraiment, là je fais un peu la liste exhaustive, c'est la Green Team. Voilà les gens de métier, de pluridisciplinarité de ces métiers. Alors il faut évidemment un chef de projet global. Il y en a souvent un dans les entreprises, enfin celui qui est missionné pour le web, on va dire, qui des fois il connaît rien, des fois il connaît, ça dépend. Mais en général c'est des gens assez... il faut quelqu'un quand même d'intelligent et qui apprenne vite. Un chef de projet informatique et un architecte logiciel, surtout un architecte logiciel, parce que c'est lui qui va faire foirer ou réussir le truc. L'architecture, c'est le plus important. Un marketeur, directeur artistique, c'est important parce que ben, ça ne s'invente pas. Il y a des très bons graphistes qui vous disent, moi, qui font des trucs géniaux, mais moi je ne suis pas directeur artistique. C'est vraiment un autre métier. Donc c'est important d'avoir un directeur artistique. Bon, un bon graphiste, un intégrateur, souvent il est les deux, mais des fois le graphiste, l'éco-graphiste, c'est l'intégrateur et l'intégrateur. Un SEO, bien sûr, qui lui est... enfin, en général, il est très proche du chef de projet global, des marketeurs, parce que tout se passe là. Alors, un gros hacker, qu'est-ce que c'est qu'un gros hacker? Dans ce principe de hack de croissance, c'est une personne qui va être missionnée pour être là, tout le temps, partout, pour trouver des idées. Il est à la fois à la création, développeur, designer, client, il est au milieu, le gros hacker, mais après, on passe à une deuxième phase qui va être marketing, on n'a plus besoin de trop de graphisme, le site est fait, donc c'est marketing, développeur, évidemment aussi... d'autres boules d'équipe, et lui il trouve des idées, des hacks. Alors des hacks de croissance, c'est j'ai un e-commerce, il est tout nouveau, je le fais en ligne. Voilà, je fais un peu de testing, j'invite des gens de mon entourage, mes clients, ça c'est un peu de la bêta, de démarrage, de testing. Et puis après on se lance, on dit mais maintenant on va aller conquérir le marché. Alors comment on fait? Et puis on met en place des hacks, alors je ne vais pas vous les expliquer maintenant, ça serait un peu long, ça ne rentrera pas, il me reste 5 minutes. Voilà, alors j'ai mis merci de votre attention, merci à Nathalie qui a organisé le SEO Camp et à tous les hackers qui travaillent avec moi. Et dernière chose, je voulais dédier ma conf à Étienne Klein, qui est un peu mon maître à penser, c'est un physicien français. Et voilà, et si vous voulez me contacter sur Twitter, si vous voulez connaître le nom de mon agence, vous l'avez. Voilà. J'ai mis CQFD, c'est vrai, c'est pas vrai, mais quelque part dans ma tête, oui, j'ai démontré voilà, mon principe, ce business model, qui à mon avis, je termine là-dessus, est valable tout à fait dans des projets non informatiques. On pourrait le transposer à plein d'autres choses de la vie réelle. C'est pas, alors ça a des spécificités informatiques. Le hack, le mot hack, gros hacking arrive des startups américaines, donc de l'informatique et du web. Mais le concept est transposable dans plein d'actions autres, commerciales ou pas d'ailleurs. Voilà. Bon maintenant, vous avez vos questions. Si vous en avez. Pardon? Oui. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a fait une remarque sur Twitter, je sais pas, de chez Cdiscount. Oui, bonjour. C'est le DORST en fait. Ah, le DORST, voilà. Le DORST, c'est assez simple. C'est pas du duplicate content interne. Le duplicate content interne, quand le PrestaShop, qui est le roi du duplicate, parce que la même page, elle peut avoir 4-5 URL, ça c'est duplicate interne, c'est pas du DORST. Le DORST, c'est... Je pousse dans une place de marché, justement, chez Cdiscount, chez Amazon, mon produit. Si je pousse ma fiche, que j'ai fait bien à la main, bien ciselée, bien marquée, c'est celle-là qui part chez Amazon ou chez Cdiscount, évidemment, quand vous êtes 1000 fois plus fort que moi en SEO, vous avez le prestige, la marque, etc., c'est vous qui allez être devant moi. C'est con, c'est moi qui me suis crevé à faire la fiche, et c'est vous qui récupérez le ranking. Alors, ce qu'on fait pour éviter l'odeur dans les places de marché, en général, on fait une colonne supplémentaire dans la base qui est cachée dans le site, et avec les flux Lingo qui nous permettent, enfin les flux Lingo Web qui nous permettent de vous envoyer les informations, on va envoyer non pas la belle fiche produit qu'on a ciselée, mais la fiche constructeur, copier-coller par tout le monde, qui est pourrie, et qui va quand même matcher dans votre place de marché.
À ce moment-là, on s'en fout, vous avez la puissance, d'ailleurs, ce n'est pas tellement une problématique de référencement pour vous, mais nous, ça solutionne la problématique de référencement. Bon. C'est très vrai, par exemple, pour des nouveaux produits. Quand on a un produit qui est très connu, que vous avez 1000 fois en magasin, genre le Sony, machin chose, il y a vous avez des quantités de commerce, quand on envoie la fiche constructeur, c'est pas grave, on s'en fout. Quoi. Et puis si vous l'avez mis sur votre site, une fiche constructeur un peu customisée, ça ne change rien. Par contre, si vous avez un nouveau produit, tout nouveau, tout beau, vous le faites une belle fiche produit, puis c'est celle-là qui va être envoyée dans le flux. C'est vous qui avez fait votre texte, et comme Amazon ou Cdiscount, vous êtes bien plus fort en ranking que moi, et je vous ai fourni mon contenu, c'est vous qui êtes devant moi, et moi je suis page 2 ou 3. Alors le Durst, c'est ça. Donc on fait en sorte, pour éviter le Durst, d'envoyer un contenu très lambda, très standard sur les places de marché, et pas mon beau contenu de mon e-commerce, que je mets surtout la canonicale et tout, je garde bien unique. Voilà, c'est ça le truc. D'autres questions sur le principe du growth hacking, du hack voilà. Oui. Ouais. Elvina Fesneau, moi j'avais une question par rapport au tweet que je viens d'effectuer, où je vous ai cité en disant que 5 millions de Français achètent depuis leur mobile, et on m'a demandé sur Twitter quelle était la source. Ah, alors la source elle vient de ma veille. Moi je suis pas, c'est pas moi qui l'édite. Je suis tombé sur, alors je sais plus l'article, je pourrais le retrouver, mais c'est un article d'une grande agence parisienne de marketing qui sortait un article qui fait une synthèse. C'est la FEVAD. Voilà, alors la FEVAD, alors voilà. Mais bon, je fais énormément de veille, je dois ouvrir 1000 pages web par jour, c'est ma moyenne, donc je ne peux pas tout mémoriser, quoi. Surtout que j'ai pas une mémoire énorme. Donc j'ai des outils de veille, après je stocke, je peux retrouver, mais voilà. Pas d'autres questions? Bon, mais c'est bien, alors j'arrête là. Voilà, merci.